Et dans quelques instants, on va commencer le symposium autour de l'impact environnemental de l'industrie pharmaceutique. Un symposium qui sera assuré par M. Farid Yaker, expert auprès du Programme des Nations Unies de l'environnement, mais également président de Solimed. Bonjour à vous, M. Yaker. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir, d'autant plus que la thématique retenue pour cette 10e édition du CIFAL est celle de la responsabilité environnementale, citoyenne et solidaire du pharmacien. Bonne présentation à vous et merci. Merci pour l'invitation et pour avoir choisi ce thème qui est un thème éminemment important, un thème émergent. Donc je suis Farid Yaker, je suis effectivement président de l'association Solimed, Solidarité Médicale Algérie, qui est une association de droit français qui a été créée en 1994 à Paris par des médecins algériens établis en France et qui intervient dans le domaine de la formation continue, de la formation médicale en Algérie depuis donc 1994, ça fait donc plus de 20 ans. Je vais intervenir aujourd'hui sur le thème des effets environnementaux des médicaments. Et comme l'a dit M. Khiyar, je suis également, de par ma profession, moi je ne suis pas médecin, mais je suis expert justement environnemental. Et j'ai pas mal travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Là, je travaille au Programme des Nations Unies pour l'environnement et c'est donc un thème sur lequel on intervient et je suis heureux d'être pour la première fois en Algérie pour intervenir sur ce sujet. Alors il faut savoir qu'on a trop peu de connaissances sur les quantités de substances médicamenteuses qui impactent notre environnement, qui finissent leur vie dans notre environnement. On sait qu'il y a des impacts sur la faune principalement la faune aquatique. On sait qu'il y a des impacts sur la chaîne alimentaire, mais on n'arrive pas à les chiffrer, et notamment à prévoir leur impact sur le long terme. On sait qu'on a 4000 molécules qui sont actives, qui se retrouvent quelque part dans la nature, et dont on va devoir déterminer l'impact sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Alors, quelle est un peu la source, je dirais, des fuites de médicaments vers l'environnement? Il y a tout d'abord les médicaments qui sont absorbés par les patients et qui se retrouvent à travers les égouts et les stations d'épuration dans le système des eaux, que ce soit les eaux usées ou après l'assainissement qui sont recyclés dans le système de recyclage des eaux. Donc ça, c'est la première source et ça peut se retrouver donc dans des effluents et malheureusement être une source de pollution. Vous avez également une source qui est à partir des émissions des usines de production. Et là, ça peut être des gaz ou ça peut être aussi des effluents liquides. Et vous avez également une élimination inappropriée de médicaments non utilisés, par exemple des sirops qu'on va jeter aux toilettes et qui se retrouvent donc dans les égouts liés donc directement au logement. Donc c'est ces trois sources principales qu'on doit mentionner. La source de l'absorption par les patients, la source des usines de production et le rejet direct de médicaments non utilisés. Alors, on a beaucoup, ces dernières années, surveillé tout ce qui est produits chimiques, pesticides, on en parle beaucoup, mais très peu les médicaments. Parce que jusqu'à présent, on considérait que ce n'était pas un danger majeur, contrairement aux pesticides dont on parle beaucoup, comme vous savez. Alors, où se retrouvent les substances médicamenteuses qui n'arrivent pas à être complètement traitées ou recyclées ou dont on n'arrive pas à faire une utilisation convenable? Alors, on a révélé donc la présence en faible quantité d'hormones naturelles de synthèse ou d'antibiotiques, d'antiparasitaires, de produits anticholestérol ou encore d'anticancéreux radioactifs, donc des substances qui sont pour le moins nuisibles, et on les a retrouvées dans les cours d'eau, les eaux souterraines ou parfois dans l'eau potable. On retrouve aussi des molécules qui ne sont pas forcément les plus toxiques et après leur élimination par les stations d'épuration. Quand je dis élimination, en fait, elles passent par les stations d'épuration, mais elles ne sont pas complètement éliminées parce que les stations d'épuration ne sont pas conçues pour traiter les substances médicamenteuses. Donc ça, c'est une
une contrainte majeure que vous devez avoir à l'esprit, tout ce qui passe par les stations d'épuration, c'est-à-dire ce qui vient des logements, ensuite qui passe par les égouts, se retrouve dans les stations d'épuration quand elles fonctionnent, parce qu'il faut se poser aussi la question des rejets qui ne transitent pas malheureusement par les stations d'épuration et qui vont directement dans les cours d'eau, et ça arrive beaucoup dans les pays en développement. Dans ces cas-là, on a donc une source de pollution, et parfois, donc on a une transformation en métabolites au sein des stations d'épuration. En France, depuis 1993, il y a un groupe de travail du SNIP, du Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, qui enquête sur la pollution par les substances médicamenteuses. Donc c'est un objectif de vigilance sanitaire. Il y a une enquête biannuelle et l'objectif principal, c'est de mesurer et de suivre sur le long terme l'impact de l'activité de production pharmaceutique sur l'environnement. Alors qu'est-ce qu'elles ont montré ces enquêtes? D'abord qu'il y a une présence de médicaments principalement dans l'eau. L'impact majeur, il n'est pas sur l'air. Il y a un certain impact, mais en général, quand on incinère, on met en place des équipements pour récupérer un peu les émissions gazeuses. Mais c'est sur le système aquatique qu'il y a le principal impact. Les quantités sont surtout minimes, enfin généralement minimes. Par contre, on a des interrogations par rapport au long terme. On sait qu'il y a des quantités certes minimes, mais si vous voulez une accumulation sur le long terme et des absorptions de longue durée à travers l'eau potable par exemple, peuvent avoir des conséquences qu'on n'a pas encore mesurées. On a une situation plus inquiétante dans les pays en développement, notamment l'Inde. Vous savez que l'Inde est un producteur pharmaceutique majeur, producteur de médicaments très important. Et donc quelqu'un a sonné ou a alerté un peu l'opinion sur la situation de l'Inde. C'est un chercheur qui s'appelle Joachim Larsen. C'est un scientifique qui a, lors d'un congrès aux États-Unis, affirmé qu'il y a dans les eaux d'un effluent, de quoi traiter chaque jour 90 000 personnes avec un puissant antibiotique. Vous voulez dire par là qu'il y avait certes des substances minimes, mais quand on faisait le cumul de tous ces petites émissions dans les effluents de ce cours d'eau, ça pouvait correspondre à des sommes, à des niveaux, si vous voulez, de matière très importants, de quoi soigner chaque jour 90 000 personnes aux antibiotiques. Donc voilà, ça alerte un peu sur le phénomène et sur le fait que dans des pays en développement, on n'a pas les instruments de contrôle, les législations qui permettent de s'assurer qu'il y a un respect des conditions de production conformes aux normes environnementales. Alors l'impact sur les écosystèmes. Un des impacts majeurs qu'on a trouvé, c'est sur la faune, notamment dans les cours d'eau, sur les poissons. On a des poissons qui sont exposés à des hormones de synthèse féminines, donc qui proviennent des pilules contraceptives, ou encore on peut avoir des phénomènes de résistance aux antibiotiques. Mais comme je vous le disais, on a beaucoup de questions encore qui sont sans réponse. On ne connaît pas les impacts sur certains organismes du sol et on ne connaît pas les impacts qui sont dus au mélange de substances dans l'environnement. Voilà pour avoir une petite touche d'humour. Ces deux poissons là qui discutent et ils se demandent la pathologie, bien sûr, chers confrères, c'est des poissons qui sont médecins. Mais une fois le diagnostic établi, encore faut-il savoir à quelle source aller se soigner. Est-ce qu'on va se soigner aux hôpitaux, aux égouts, aux rejets d'élevage? Voilà, ça illustre le fait qu'il y a pas mal de médicaments qui se retrouvent dans l'environnement et notamment dans les cours d'eau. Et encore une fois, par rapport à ce que je disais sur l'Inde, on pourrait soigner des personnes simplement avec les médicaments qui se retrouvent dans l'environnement. Alors par rapport à l'impact des produits pharmaceutiques qui sont dispersés dans l'environnement, alors on note qu'il y a des effets à court terme sur les écosystèmes aquatiques, je vous en ai déjà parlé. Les effets environnementaux à long terme soulèvent néanmoins donc des interrogations pour certaines classes de produits pharmaceutiques tels que les hormones et les antibiotiques. Il faut savoir que maintenant, grâce à l'amélioration des méthodes analytiques, on peut déceler la présence d'un nombre croissant de substances médicamenteuses dans l'environnement. Alors ces substances, donc on considère comme des résidus, elles sont effectivement présentes à des concentrations très faibles,
mais elles peuvent également se retrouver donc dans l'eau potable par l'intermédiaire du système aquatique. Et tout le monde est d'accord pour considérer qu'il faut pousser les recherches pour arriver à déterminer s'il y a des effets potentiels à long terme de ces concentrations sur l'environnement et sur la santé. L'OMS a donné un avis sur cette question. L'OMS considère que, d'après les données disponibles, il y a une marge de sécurité importante entre les faibles concentrations de produits pharmaceutiques, qui serait minimale et n'aurait pas d'impact significatif ou un risque significatif pour la santé humaine. Donc ça, c'est un rapport que vous pouvez trouver et je vous donne là les références. Vous aurez aussi plus d'informations sur un projet européen qui s'appelle le CNAP, qui a élaboré le concept de éco-pharmacovigilance. Vous connaissez le concept de pharmacovigilance. Là, on a rajouté donc l'épithète éco pour signifier donc l'impact aussi sur l'écologie et sur l'environnement. Vous avez ça également, les références en ligne. Voilà, donc pour simplifier et pour résumer, on cherche à réduire la présence dans l'environnement et l'impact des produits pharmaceutiques. Et ça passe par une approche intégrée qui fera intervenir 4 niveaux. Le niveau producteur, distributeur, consommateur. Là, on va s'intéresser à quels sont les médicaments les plus représentatifs, quel est le niveau de consommation, quelles sont les caractéristiques physico-chimiques et pharmacologiques des médicaments. Ensuite, je vous ai parlé des stations de traitement. Et là, ça a également un impact. Quelle est l'efficacité du traitement? Je vous ai dit que ça laissait passer un grand nombre de médicaments parce qu'elles n'étaient pas conçues pour arriver à traiter et à limiter un peu le passage des médicaments. Quelles sont les concentrations qui sont rejetées donc, après traitement? Ensuite, quand on va parler du milieu récepteur, quelles sont les concentrations environnementales mesurées dans les eaux, dans les sols, dans les sédiments? Quel va être le devenir environnemental de ces produits, c'est-à-dire leur persistance, leur biodisponibilité? Et puis ensuite, quand on arrive à l'écosystème, quel est le niveau de toxicité, la bioaccumulation ou d'autres effets? Voilà un petit peu ce qu'on doit avoir en tête quand on parle de l'impact environnemental des médicaments. Alors, je vous ai parlé au début des sources et je vous ai parlé des sites pharmaceutiques qui étaient une des sources, parmi les 3 sources citées. Et on peut citer une étude américaine qui a montré que les sites pharmaceutiques pouvaient avoir une influence importante dans la pollution de l'environnement avec des substances médicamenteuses. On a trouvé donc, de nombreux travaux ont montré qu'il y a des substances pharmaceutiques à très faible dose dans les cours d'eau, les eaux souterraines et l'eau potable. On ne connaît pas encore l'effet à long terme, tout ça je vous l'ai déjà dit. Et par contre, les impacts sur la faune et la flore, eux, sont avérés. Ça, c'est pour résumer un peu ce que je vous disais. Donc, cette étude américaine a concerné donc 3 centres de traitement des eaux usées près de New York et a essayé de détecter la présence de 7 produits pharmaceutiques parmi les plus prescrits aux États-Unis, parmi lesquels les opioïdes et les myorelaxants. On mesurait donc la présence de ces produits dans les cours d'eau. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, il y avait sorti d'une station 4 substances, dont 3 antalgiques, qui avaient des concentrations comprises entre 3,4 microgrammes par litre et plus de 400 microgrammes par litre. Ce sont donc l'oxycodone, la métaxalone, qui ont été retrouvés aux taux les plus élevés. Dans une autre station, 3 autres substances ont présenté des taux compris entre 2 et 11 microgrammes par litre. Les résultats suggèrent donc que le rejet des médicaments par les usines de formulation pharmaceutique conduit à des taux 100 à 1000 fois plus élevés. Donc quand on est proche de sites de production, on peut avoir des niveaux de rejet. Et ça, c'est aux États-Unis où on a une législation qui est particulièrement stricte, avec un niveau, si vous voulez, de contrôle aussi qui est également très strict. On arrive à des situations comme celle-ci, avec des taux 100 à 1000 fois plus élevés que ceux qui sont généralement mesurés dans les effluents des stations d'épuration classiques dans les pays où elles fonctionnent. Je voulais également vous donner l'exemple d'une entreprise pharmaceutique et voir de quelle manière une entreprise pharmaceutique comme Sanofi prend en compte cette question-là.
Alors, il faut prendre ça avec précaution parce que ça fait partie des déclarations, je dirais, de la politique de communication de Sanofi. Tout ce que je vais vous présenter là figure dans les rapports développement durable ou RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale des entreprises de Sanofi, mais ça nous donne une idée de la manière dont les grandes entreprises pharmaceutiques prennent en charge ce problème. Donc Sanofi a élaboré une approche polyvalente qui est conforme à sa politique hygiène, sécurité, environnement. Donc ce qu'ils souhaitent faire, c'est améliorer leurs connaissances sur le devenir environnemental et l'impact des produits sur l'environnement. Ils ont mis en place un comité qui s'appelle EcoVal, qui est un groupe interne d'experts et qui essaye de répondre aux préoccupations des parties prenantes sur l'impact environnemental potentiel des produits. Donc là, ils ont des experts environnementaux, de gestion des produits, des affaires scientifiques, médicales, etc. Son but, c'est d'aider Sanofi à préserver l'environnement en approfondissant ses connaissances sur l'impact environnemental de ses produits. Donc Sanofi travaille aussi en étroite collaboration avec les universités. Elle évalue, elle limite et elle essaye de limiter les rejets de ses usines. Elle soutient des programmes de collecte de médicaments et elle fait des recommandations qui sont adressées à ses filiales pour mettre en œuvre des dispositifs de collecte de médicaments. Elle a mis en place un système de partage des bonnes pratiques sur la collecte des médicaments non utilisés. Sanofi a également développé un programme pour évaluer la contribution potentielle des activités de fabrication sur les rejets globaux de produits pharmaceutiques dans l'environnement. Sanofi a été attaqué parce que sur un de ses sites, qui est le site de Vertolaye en France, on a remarqué des perturbations endocriniennes chez les poissons, c'est-à-dire que vous voyez ici à l'écran, vous apercevez qu'en amont de la station d'épuration, il y avait un taux d'ambiguïté sexuelle chez les poissons qui était faible, et en aval, c'est-à-dire après avoir été mis en relation avec principalement donc, des produits pharmaceutiques, ça a causé donc une perturbation endocrinienne. C'est-à-dire qu'il y a des poissons qui ne savaient plus, on ne peut pas détecter s'ils étaient mâles ou femelles, ils étaient perturbés. Donc ça a causé pas mal donc, de questionnements, et Sanofi a donc dû se remettre en cause et vérifier donc le niveau de ses émissions, des émissions de son site de production. Donc suite à les problèmes qu'il a eu sur ce site, Sanofi a mis en œuvre une méthode d'analyse pour suivre la présence de substances responsables des effets observés chez les poissons et a développé une technologie au charbon actif pour essayer de récupérer, d'éliminer un peu les substances qui se retrouvaient dans les cours d'eau. Sanofi a également s'intéresse au devenir environnemental des médicaments et a mis en place des évaluations de risques environnementaux pour ces médicaments. C'est-à-dire que pour les médicaments qu'ils produisent, systématiquement, ils font une analyse de risque environnemental qui est intégrée dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché des nouveaux médicaments, les AMM. Donc ces évaluations sont exigées pour les produits commercialisés. Par contre, elles concernent également les médicaments qui font l'objet d'une approbation dans une nouvelle indication quand il y a une augmentation des ventes. Et Sanofi nous dit que toutes ces analyses n'ont mis en évidence aucun risque environnemental significatif au niveau des concentrations attendues dans l'environnement. Vous voyez que là, l'objectif, c'est un peu de rassurer un peu le public par rapport à la nocivité de ces médicaments sur la dimension environnementale. Pour ce qui est de l'OMS, l'OMS a établi des principes directeurs pour l'élimination sans risque de produits pharmaceutiques pendant et après les situations d'urgence. Et l'OMS nous dit que de point de vue environnemental, la meilleure solution pour la destruction des produits pharmaceutiques, reste l'incinération dans des fours à haute température qui sont spécialement construits et qui sont dotés d'un système satisfaisant d'épuration de gaz de combustion. Il faut noter que cette méthode n'est pas la seule qui puisse être utilisée pour effectuer l'élimination dans des conditions satisfaisantes. Donc il faut savoir que quand on ne dispose pas de fours à haute température pour la destruction, l'OMS nous propose des méthodes alternatives et je pourrais vous mettre en relation ou vous envoyer les documents, disons les études qui sont faites par l'OMS qui vous donneront plus d'indications sur cette question. L'OMS nous dit dans ses lignes directrices que la contamination de l'eau potable doit être impérativement évitée.
Donc les décharges doivent être situées et construites de manière à minimiser le risque de pollution d'une nappe aquifère. On a vu que c'est par le biais de l'eau, c'est par le biais du vecteur eau qu'on a le plus de pollution ou de contamination, notamment à travers le lixivia qui provient de la décharge. Le brûlage des médicaments à température basse ou à enceinte ouverte émet des polluants toxiques dans l'atmosphère et doit être banni. Donc l'application de procédures de tri et d'élimination inefficaces ou mal protégées pose un risque de remise en vente dans le public de médicaments ayant dépassé la date de péremption. Ça, c'est un problème qui est récurrent dans des pays en développement où il y a une consommation de médicaments périmés. Dans certains pays, la récupération de médicaments déposés dans les décharges mal protégées est également un risque à prendre en compte. Voilà. Il y a un cas particulier pour une classe de médicaments qui sont des cytotoxiques ou des anticancéreux, antinéoplasiques, aussi appelés cytotoxiques ou anticancéreux, qui ont la faculté de tuer les cellules vivantes ou d'interrompre leur croissance. Donc, ils sont utilisés pour la chimiothérapie, la chimiothérapie du cancer, c'est-à-dire des traitements qui sont habituellement réalisés dans des centres spécialisés. Compte tenu des effets très sérieux qui touchent ces médicaments, il faut vraiment se prémunir contre leur rejet et leur élimination doit être soumise à de grandes précautions. Donc ces médicaments doivent être séparés des autres produits pharmaceutiques et stockés séparément dans des emballages clairement marqués à parois rigides, dans des conditions idéales, doivent être placés dans des emballages sûrs et renvoyés pour élimination aux fournisseurs. Alors certains pays comme, là je vais vous faire une analyse comparative de la France et de la Suède. La Suède étant un pays très en pointe sur cette question, c'est vraiment un pays qui a pris conscience des risques environnementaux liés à la pollution par les médicaments, et je vous donne en contrepoint le cas de la France. Donc la Suède, elle a mis en place une classification environnementale des médicaments, c'est-à-dire que chaque médicament, on lui associe une classification, c'est-à-dire une évaluation de risque environnemental. Et elle réfléchit par ailleurs à la mise en œuvre de mesures incitatives vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique pour limiter le risque de propagation environnementale. En France, au contraire, donc, cette problématique est mal prise en compte. Qu'est-ce qui a déclenché la prise en compte en Suède de cette problématique? C'est un audit environnemental sur l'impact du système de santé sur l'environnement qui a révélé donc, la présence de nombreux médicaments dans les eaux et organismes aquatiques. Il y avait des concentrations de médicaments relevées dans les poissons qui étaient 1000 fois plus élevées que dans les eaux. Il faut savoir qu'il y a un phénomène de ce qu'on appelle de bioaccumulation, notamment pour les poissons parce qu'ils filtrent un grand volume d'eau, vous savez, à travers les branchies. C'est un phénomène qu'on retrouve également dans les huîtres, dans tout ce qui est fruits de mer, où il y a une grosse partie, donc des grands volumes d'eau qui transitent donc par l'organisme. Et donc, les Suédois se sont demandé si cela avait un impact sur les comportements et la reproduction de ces organismes, et éventuellement des effets chez l'homme, qui est consommateur donc de ces produits-là. Et donc, ils ont mis en œuvre ce qu'on appelle le principe de précaution, c'est-à-dire que on détecte un problème éventuel, on ne connaît pas son impact, mais par précaution, on va essayer d'atténuer le problème ou essayer de solutionner le problème pour éviter qu'un problème éventuel, potentiel, se produise. Alors, ils ont commencé par utiliser la classification PEC et PNEC des médicaments. Pour ceux qui ne connaissent pas cette classification, elle est issue d'une directive européenne qui définit la méthode d'évaluation des risques environnementaux. Donc cette méthode, elle consiste pour chaque substance potentiellement dangereuse pour l'environnement à définir ce qu'on appelle la PNEC, Predicted No Effect Concentration, c'est-à-dire c'est la plus forte concentration de la substance qui est sans risque pour l'environnement. Ça définit donc le niveau de toxicité de la substance vis-à-vis de l'environnement. Et le deuxième élément, ce qu'on appelle la PEC, Predicted Environmental Concentration, c'est la concentration prévisible de la substance dans l'environnement. C'est-à-dire à quel point la substance peut se retrouver dans les milieux naturels. Donc quand on compare ces deux valeurs, PEC et PNEC, ça permet de tirer une conclusion sur le risque que représente une substance pour l'environnement.
C'est-à-dire que si la concentration prévisible de la substance dans l'environnement, elle est supérieure à la concentration qui présente un risque pour l'environnement, alors il y a un risque potentiel pour les écosystèmes. Donc les Suédois se sont basés là-dessus et ils ont établi 4 niveaux de risque, notamment un risque, donc pour ce ratio-là, notamment un risque supérieur à 10 et qui concerne les œstrogènes. Ils se sont aperçus qu'il y avait des données manquantes sur un grand nombre de médicaments et je crois que c'est le problème principal pour arriver à solutionner ou disons à prendre en charge ce problème-là, c'est l'absence de données sur l'impact environnemental des médicaments. Et ils ont également trouvé que pour la classe la plus importante, c'est-à-dire 140 produits, il y avait un risque négligeable par rapport à l'environnement. Donc ils préparent chaque année une brochure qu'ils actualisent de manière annuelle et qui permet d'informer les prescripteurs, les comités pharmacologiques, ainsi que donc les patients, les autorités de gestion de l'eau, sur cette question de l'impact environnemental. Est-ce que l'information a changé les comportements? La réponse est non. Pour quelle raison? C'est qu'il y a quelques situations dans lesquelles le choix par critère environnemental est possible. C'est notamment le cas pour certains œstrogènes antibiotiques et antidouleurs. Par contre, dans la majorité des cas, il n'existe pas d'alternatives qui ont la même efficacité. C'est-à-dire quand un produit a un impact environnemental qui est avéré, malheureusement, on a du mal à trouver un produit alternatif, c'est-à-dire un produit qui n'aurait pas cet impact environnemental et qui aurait une efficacité au moins équivalente. Voilà le problème auquel sont confrontés donc les Suédois. Et donc, ils essayent de pallier à ça en incitant les fabricants à produire des médicaments qui ont un impact environnemental le moindre. Ils travaillent aussi par les achats publics de médicaments qui sont un autre levier, en privilégiant certains types de médicaments, mais on a vu que ce n'était pas facile. Ils travaillent sur le retour des médicaments non utilisés dans les pharmacies, et puis ils essayent et ils pensent que le plus important, c'est de mettre en place une norme ou une réglementation internationale qui pour l'heure n'existe pas. En France, le risque environnemental n'est pas pris en compte. Comme vous le savez, dans l'Union européenne, c'est au niveau de l'Union européenne qu'on gère donc, la question des AMM. Depuis 2006, en plus de la qualité et de l'efficacité, l'AMM prend en compte les risques environnementaux, mais ce critère n'est pas opposable. C'est-à-dire qu'un médicament qui présente des risques environnementaux peut être autorisé et peut être mis sur le marché. Par ailleurs, cette analyse des risques ne s'applique pas aux médicaments existants et aux génériques qui ont été mis sur le marché avant 2006. Selon une étude du Commissariat général à l'environnement et au développement durable, pour la liste des 10 médicaments les plus prescrits en France en 2005, il n'existe pas de connaissance disponible des effets environnementaux de ces médicaments. Voilà donc le problème que je vous citais en France, on n'a pas de connaissance sur les risques environnementaux. Donc ce qui est proposé en France, c'est, quand on connaît le risque, de l'inscrire dans le VIDAL, pour également indiquer les mesures à prendre pour circonscrire ce risque, inciter les laboratoires à revoir leurs copies, ou alors, par rapport à la caisse primaire d'assurance maladie, malheureusement, celle-ci ne prend pas en compte ne prend en compte que l'évaluation médicale, ne prend pas en compte l'impact environnemental lorsqu'elle fait des dossiers de remboursement. Il faudrait donc qu'on puisse agir sur la liste des spécialités remboursables pour, par exemple, limiter le taux de remboursement ou alors promouvoir un peu les médicaments verts. Et là, la mesure la plus emblématique ou la plus efficace, ça serait d'allonger la durée de protection de la molécule qui pourrait donc donner une motivation pour les industriels. Voilà, je vais terminer sur un principe que les laboratoires devraient appliquer, qui est proposé par le LEM et qui préconise que les entreprises doivent veiller à une bonne gestion de l'impact environnemental tout au long du cycle de vie du médicament. Et ça va de la progression des standards hygiène, sécurité, environnement au niveau de la production, jusqu'à la performance du système de récupération des médicaments usagés. En France, vous savez qu'il y a le système Cyclamed, en passant par l'éco-conception, c'est-à-dire quel type de médicaments on conçoit dès le départ,
pour prendre en compte cet aspect environnemental dès le départ, à étudier les rejets, la préservation de la biodiversité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, avec la biodiversité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a là, si vous voulez, deux problématiques environnementales majeures et on voit qu'il y a un lien entre l'industrie pharmaceutique et ces deux problématiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous signale qu'il y aura donc une table ronde demain, peut-être que vous pourrez également le rappeler, à laquelle j'espère vous viendrez assister. Merci beaucoup. Merci à vous, je disais donc, Monsieur Yacker, merci aussi, à toutes celles et ceux qui ont assisté à cette conférence. Vous faisiez bien de le dire, il y aura une table ronde demain dédiée à cette problématique, une table ronde qui réunira entre autres les principaux acteurs du secteur pharmaceutique, mais également du secteur environnemental, notamment des représentants du département de l'environnement. Merci à toutes et à tous.